Les talibans frappèrent à coups redoublés à la porte juste avant minuit, réclamant qu'Aïcha, 18 ans, fut punie pour s'être enfuie du foyer conjugal. Ils la traînèrent en montagne, vers un coin dégagé, pas loin de son village situé au sud de Rouzgan, sans tenir compte des protestations par lesquelles elle leur expliquait que sa belle famille la maltraitait et qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de s'échapper. Tremblante dans l'air froid et aveuglée par les faisceaux des torches que les membres de sa belle famille braquaient sur elle, elle faisait face à son mari et accusateur. Elle fit valoir qu'elle avait été traitée comme une esclave, qu'il la battait, que si elle n'avait pas fui, elle en serait morte. Son juge, un commandant taliban local, restait impassible. Peu après, il dirait à l'oncle d'Aïcha qu'elle devait servir d'exemple pour que toutes les autres jeunes filles du village ne fussent point tentées de faire pareil. Le commandant rendit sa sentence et les hommes s'occupèrent alors d'appliquer la punition. Le beau-frère d'Aïcha l'immobilisa, tandis que son mari sortait un couteau. Il commença par lui trancher les oreilles. Puis il s'attaqua à son nez. Aïcha s'évanouit de douleur, mais elle ne tarda guère à revenir à elle, étouffée par son propre sang. Cela n'est pas arrivé il y a 10 ans, quand les talibans gouvernaient l'Afghanistan. C'est arrivé en 2009. Mesdames, Messieurs, le 8 août 2010, qui fut par chez nous un beau et chaud dimanche d'été, je proposai à la femme que j'aime d'aller à la mer. Nous rentrions tout juste d'un beau voyage dans un merveilleux archipel africain. Le temps de quitter sa robe légère, elle plongea dans l'eau. J'ai préféré marcher le long de la plage. Et après avoir parcouru quelques 500 mètres, je suis tombé sur une famille dont tous les hommes, jeunes et plus vieux, en maillot, profitaient de la mer, du soleil et du sable, tandis que les femmes, adolescentes et plus vieilles, étaient habillées et voilées. La sueur perlait sur leur front sous le soleil brûlant. J'ai baissé la tête, stupéfié et révolté, mais ne trouvant rien à dire. J'ai continué à marcher. Plus loin, j'ai rencontré une femme qui se baignait entièrement habillée et voilée elle aussi, sa robe flottant à la surface de l'eau. À côté d'elle, son mari, libre de ses mouvements, s'ébattait tranquillement avec leur jeune fils. C'en fut trop. Je revins sur mes pas. En mon absence, une famille s'était installée auprès de nous. Assis sur ma serviette, attendant ma femme, je suis resté seul un long moment. J'ai fini par lever la tête et croiser le regard d'une jeune fille qui demeurait sagement assise, qui devait avoir 16 ans, et que son père contraignait à l'évidence à rester couverte. Alors que ses frères en maillot, indifférents et insouciants, jouaient au ballon et couraient à l'eau. Nos regards se sont croisés une deuxième fois, et puis encore, et encore. Il nous fallait faire attention de n'être repérés par aucun des hommes de la famille. Elle me suppliait du regard. Personne, jamais, ne m'avait sans même un mot aussi clairement exprimé sa désespérance. Le 11 octobre 2010, la France a adopté un texte en vertu duquel, à compter du 13 avril 2011, nul ne pourra plus dans l'espace public et sauf exception porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Ce faisant, la France, patrie de la Déclaration des droits de l'homme, sinon celle de tous les droits effectifs de l'homme, a pris une décision qui doit être approuvée et sortie de ses frontières pour combattre d'abord
et avant tout la condition inégalitaire faite aux femmes dans les sociétés arabo-musulmanes. Ensuite, pour combattre la régression rampante, dans les faits, sinon déjà en droit, actuellement à l'œuvre, de ce point de vue, en Europe. Comme le relève Zaina, il y a seulement 15 ans, les jeunes musulmanes n'étaient pas nombreuses à se voiler dans les villes et les banlieues d'Orient et d'Occident. Dans les universités du Caire et de Casablanca, les étudiantes portaient le djinn plutôt que le djilbab. Il y a 15 ans, en France, Swann n'avait pas été immolé dans un local à poubelle de Vitry. Gofrane n'avait pas été lapidé à Marseille pour avoir refusé d'être marié de force. Fatima n'avait pas été étranglée par son propre frère pour avoir voulu aller vivre avec son amoureux. Et Scheherazade n'avait pas été brûlée à l'acide au visage pour avoir elle aussi refusé de se marier. Il y a 15 ans, en France, l'intégrisme et la barbarie machiste à l'encontre de toutes ces jeunes filles arabo-musulmanes n'existaient tout simplement pas. Sommes-nous pour certains devenus fous? Pour d'autres, lâches et peureux, au point de ne rien dire ni faire dès lors que nous ne sommes pas directement victimes? Joumama Haddad explique que pour être arabe aujourd'hui, il faut être hypocrite. Parce qu'il est impossible dans les sociétés arabo-musulmanes contemporaines de vivre et de penser en toute sincérité, spontanément et avec candeur. Il faut ensuite suivre le groupe, c'est-à-dire renoncer totalement à son individualité pour se laisser aveuglément conduire par un chef autoritaire, une cause ou un slogan. Enfin, il faut, quand on est arabe, faire face à une série d'impasses. Impasse de la pauvreté, des régimes dictatoriaux, double salut de grand respect au peuple tunisien et au peuple égyptien. Impasse de la polygamie, impasse de l'homophobie, du conflit au Moyen-Orient, du drame palestinien, de la partialité de l'Occident, de son hostilité, sa peur, de son arrogance, de sa condescendance, et ainsi de suite. À quoi il convient d'ajouter une conception erronée de l'honneur familial et l'omniprésence d'un islam protéiforme, dénaturé, expansionniste, et prônant entre autres l'inégalité entre les hommes et les femmes, ces dernières devant obéir à leur mari ou à leur père, parce que ce serait ainsi obéir à Dieu. Il est heureusement des imams éclairés qui osent rappeler que le port du voile n'est pas un pilier de la foi, et qui conseillent aux jeunes filles que leurs familles contraignent, mais qui ne sont pas d'accord de le porter en écharpe. Imam qui affirme qu'il existe un islam humaniste, rationnel, prônant à la fois la liberté religieuse, l'égalité des sexes, et qu'Allah ne serait en vérité que nuance et miséricorde. Soit. Mais l'urgence du moment est de trouver que faire pour toutes nos sœurs dont l'existence est actuellement si bafouée. Pour commencer, en France, il faut adopter une loi qui permette la prise en charge, comme pupilles de la nation, des jeunes filles mineures, désormais en danger dans leur propre famille, parce qu'elles aspirent seulement à être libres, libres de s'habiller selon leurs désirs, d'aimer qui elles veulent et d'étudier comme elles veulent, afin de les soustraire à leurs bourreaux de pères, frères et même mères, mères qui parfois se font les complices contre leurs propres filles de leurs maris et de leurs fils. Nous occuper ensuite de faire comprendre à ces hommes que le temps de leur toute-puissance et de l'impunité est terminé, qu'il leur appartient d'ouvrir les yeux sur leur propre ignorance, sur leur peur objective et évidente des femmes, sur leurs bêtises crasses. Leur faire intégrer qu'une femme a le droit de choisir ses tenues vestimentaires, ses occupations, l'homme ou la femme de sa vie, qu'elle a le droit d'étudier et d'être leur supérieure dans le travail, pourvu qu'elle en ait la compétence. En somme, qu'elle est leur égale de toute éternité, et ce, jusqu'à la fin des temps.
leur rappeler, comme le fait l'imam Chalgoumi, que l'être humain sans éducation n'est qu'un barbare, et que le grand djihad n'est pas la guerre sainte, mais bien l'éducation, que ni le juif ni l'arabe ne sont le centre du monde, et que seul l'être humain le doit être, que le féminisme, bien compris, est au cœur de l'humanisme, et que ce qui motive en réalité leur brutalité vis-à-vis des femmes n'est pas dû à leur obsession de la pureté, mais à celle qu'ils ont, consciemment ou pas, pour le sexe. Répandre, pour l'Occident, l'idée de l'égalité juridique absolue entre les hommes et les femmes, répandre celle qu'il existe des droits inaliénables et sacrés de l'homme, répandre les idées de paix et d'entente entre les peuples, les civilisations, et via la laïcité au plan étatique entre les religions, combattre par les armes, s'il le faut, les terroristes et les despotes, sont-ils autant de comportements arrogants, méprisants et illégitimes? Bien sûr que non. Si l'on admet qu'il s'agit par là, en vérité, d'étendre le résultat bienfaisant de l'effort de raison que des hommes et des femmes, croyants ou pas, de toutes conditions et de toutes les époques, ont fourni pour approcher au plus près du fondement objectif de la distinction à faire entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, le droit et le tordu. Il est faux de croire que l'on a forcément raison parce que l'on est sincère, comme il est faux de considérer que l'on aurait forcément tort parce que l'on est minoritaire. Il est idiot de traiter de raciste ou de xénophobe celui qui conteste certains aspects critiquables d'une autre civilisation que la sienne. Il n'est pas acceptable de soutenir que les Occidentaux d'aujourd'hui seraient a priori disqualifiés pour parler à l'Orient, au prétexte que certains de leurs ancêtres furent des colonisateurs. À ce compte-là, les enfants d'un assassin devraient eux aussi être jetés en prison pour le crime qu'ils n'ont pas commis. De la même manière, n'est pas lui-même victime le descendant de déportés ou d'esclaves. En vérité, sont légitimes et doivent donc être écoutés puis rejoints ceux qui disposent au plan rationnel et donc humaniste des meilleurs arguments, tant il est vrai que la solution juste émerge toujours de la scène controverse, telle que l'Occident l'a conçue dès le 5e siècle avant le Christ, en Grèce, telle que les sociétés arabo-musulmanes ne l'ignorent pas non plus, c'est le djadal, l'ont oublié, mais telle que la chaîne Al Jazeera a heureusement su l'exhumer. Il est évident que la majorité des Arabes et des musulmans, comme la majorité des Occidentaux, souhaitent vivre libres, de manière égalitaire, en paix et en harmonie avec leurs semblables. À preuve que si les médias occidentaux sont obsédés par les terroristes arabes, ce sont en vérité les humanistes occidentaux qui sont les stars de la télévision et de la presse écrite arabe. C'est ainsi, par le haut, qu'Orient et Occident peuvent et doivent se retrouver. Pour ce faire, les femmes arabes, celles qui ne courbent pas l'échine, mais placent leur dignité et leur liberté au-dessus même de leur vie, sont les meilleures interlocutrices. Ces femmes arabes, musulmanes ou non, mais instruites toujours, qui ne se sont jamais laissées apprivoiser, qui attendent leur heure et dont le chant si porteur d'espoir monte malgré le fracas des armes et le fatras des voix de certains hommes. Femmes comme Joumama Haddad, qui ose écrire ceci tout en continuant de courageusement vivre dans son Liban natal. Je le répète, ces obscurantistes attardés sont des voleurs, des profanateurs, des assassins. Et pour couronner le tout, ce sont des imbéciles. C'est là peut-être le coup le plus cruel porté à l'identité arabe contemporaine. Moussa Hassan Youssef, le prince vert, a bien raison de dire que la vérité puis le pardon sont la seule solution pour le Proche-Orient. Et que la difficulté entre Israéliens et Palestiniens n'est pas de trouver la solution,
mais d'être le premier à être assez courageux pour l'épouser. Cela vaut au demeurant pour l'humanité tout entière. Jeune et belle inconnue de cet été, tends l'oreille et écoute. Tu entendras, je l'espère, de tout mon cœur monter vers toi le chant de tes sœurs et aussi celui de certains de tes frères. Aïcha, le 14 octobre 2010, j'ai appris avec un immense bonheur en regardant le journal de France 2 que tu vivais désormais aux États-Unis et qu'un chirurgien allait reconstruire gratuitement ton nez et tes oreilles. Il reste qu'à ma connaissance, tes bourreaux, eux et leurs semblables, courent et sévissent toujours. Tout n'est donc pas encore accompli, car justice doit encore être faite. C'est dans cet espoir que je suis venu parler pour toi dans ce mémorial, sanctuaire mondial, et pour cette raison si précieuse de nos droits, à toutes et tous.